J'ai le goût de partager avec vous un des accessoires photo les plus précieux que je puisse avoir. Regardez, le voici. C'est tout mince, hein? Ça prend vraiment pas de place. Et voici encore une variante de cet accessoire-là. Grâce à cet accessoire-là, je suis capable de plonger dans le domaine des arts visuels autant de fois que je le veux par année, que ce soit au Musée des Beaux-Arts ou encore au Musée d'art contemporain. Et c'est avec grand plaisir que j'ai plongé et que j'ai pu vivre l'expérience de l'avant-première de l'exposition de Diane Arbus qu'on accueille au Musée des Beaux-Arts de Montréal à compter d'aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'enseignements qu'on est capable de tirer du travail de Diane Arbus, de ses œuvres, de ses réalisations et de sa façon de travailler. Voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Diane Arbus est née en 1923 à New York et elle va mourir en 1971 en se suicidant à l'âge de 47 ans. Elle a étudié la photographie au milieu des années 40 et avec son mari, ils vont ouvrir ensemble un studio photo qui va œuvrer dans le domaine de la photo publicitaire et de la photo mode. Par contre, à compter du milieu des années 1950, elle va davantage se consacrer de plus en plus à des projets personnels, de même qu'à des essais photographiques. Ces réalisations vont être publiées dans des magazines comme Esquire et Harper's Bazaar. Au cours des années 60, à 2 reprises, elle va recevoir la bourse de la Fondation Guggenheim. En 1967, une exposition au MoMA, en compagnie de 2 autres photographes, va attirer l'attention. Ce n'est qu'après sa mort et avec une rétrospective au MoMA, qui va d'ailleurs voyager partout dans le monde, qu'on va finalement reconnaître l'ampleur et la qualité de l'œuvre de Diane Arbus. L'exposition qu'on peut voir au Musée des Beaux-Arts jusqu'à la fin du mois de janvier 2023 s'appelle Diane Arbus, photographie 1956-1971. Et on va retrouver 90 épreuves de Diane Arbus dans cette exposition-là. Lorsqu'on commence à déambuler dans l'exposition sur Diane Arbus, il y a 2 éléments qu'on retient. Le contenu de ces photos et la façon de capter celles-ci. Au niveau du contenu, Diane Arbus s'est tournée vers des gens qui sont assez singuliers, qui sont assez uniques. Elle s'est tournée vers des gens qui vivent parfois en marge de la société. Elles vivent des gens qui peuvent avoir des caractéristiques physiques vraiment différentes. Bref, ce sont des gens vers lesquels notre œil ne voudrait peut-être pas se tourner, mais Diane Arbus a choisi de tourner son objectif vers ces personnes-là et nous oblige à les voir et leur donne une voix au chapitre. Voilà donc un intérêt qui est très, très important. Et là-dessus, sur la façon qu'elle a pu travailler avec ces personnes-là, voilà pourquoi j'ai laissé place, si vous voulez, ou d'entrée de jeu, il y a eu une citation à ce sujet-là, de la part d'un critique qui a dit « Ce qui est important dans le travail de Diane Arbus, c'est tout ce qui a précédé le moment où elle a déclenché, où elle déclenchait son appareil photo. Pour aller chercher ces personnes-là, pour communiquer avec ces personnes-là, pour vraiment bien vivre le moment avec ces personnes-là, elle a fait preuve d'une empathie, d'une compassion, d'une ouverture, d'une générosité, et vraiment quelque chose qui a été assez remarquable pour que justement ces gens-là puissent accepter d'être pris en photo et en portrait à ce moment-là par Diane Arbus. Que ce soit dans des livres que j'ai pu lire au sujet du travail de Diane Arbus ou encore dans l'exposition, on a peu d'informations sur la façon dont la session se déroulait avec ses personnages, avec son sujet. Il y a peut-être une seule photo
dans lequel on retrouve un écrit à ce sujet-là, une photo et un portrait qui a été fait d'une leader féministe des années 60 et qui a dit « La session avec Diane Arbus, ça a été très long, avec plein de moments morts. Et lorsque je commençais à m'impatienter, lorsque je commençais à froncer les sourcils, ben voilà que l'appareil se déclenchait. Et on peut présumer que la personne, tantôt, essayait peut-être d'avoir une posture qui était plus sereine, plus détendue, un peu plus joyeuse. Et Diane Arbus choisissait de ne pas déclencher à ce moment-là. Ben voilà qui nous rappelle une session photo mémorable que Karch a faite avec Winston Churchill. Et vous connaissez le portrait qui en a résulté lorsque Karch a choisi d'enlever le cigare de Churchill et que celui-ci a adopté un air très renfrogné. Ben voilà donc le moment que Karch a choisi pour déclencher son appareil. On peut présumer que Diane Arbus avait une bonne intention et une bonne vision de ce qu'elle voulait aller chercher comme portrait au niveau de ses sujets. L'équipement photo va vraiment dans le sens de la démarche de Diane Arbus et de l'importance qu'elle accorde à la relation qu'elle a avec son sujet. Alors, elle utilise un boîtier argentique et ce sont les boîtiers argentiques habituellement dont le viseur est vers le haut. Alors, ce sont des boîtiers argentiques que vous connaissez et là-dessus, à ce moment-là, on travaille à faire notre cadrage, mais par la suite, on reste en contact visuel avec le sujet. On ne vient pas se cacher derrière un équipement photo. Bien, avec le boîtier, justement le viseur qui est en haut, on garde le contact visuel avec celui-ci. Et on est donc en mesure de regarder celui-ci et de déclencher au moment qu'on juge le plus opportun. Et là-dessus, ça me rappelle également le travail photographique de Bryan Adams. Oui, le musicien pop-rock canadien, mais qui fait de l'excellent travail photographique et qui lui aussi se tourne vers ce type d'équipement photo-là pour garder le contact visuel avec son sujet. Et Bryan Adams a réussi des portraits saisissants de vétérans qui sont revenus de combat, mutilés avec des blessures profondes et qu'il n'a pas hésité à photographier, soit avec leurs prothèses à ce moment-là ou avec leurs blessures. Le deuxième élément qu'on remarque lorsqu'on déambule dans l'exposition, ben, c'est la façon que Diane Arbus a cadré les choses, a campé les éléments. La première des choses, au niveau du cadrage, elle a privilégié beaucoup le format carré ou encore le format portrait. Et dans les deux cas, je vous dirais que le sujet occupe la large part de l'espace à l'intérieur du cadrage. Et le choix du format carré ou encore du format portrait, là, il y a quelque chose de très captivant par rapport à cet élément-là. Vraiment, lorsqu'on regarde les travaux de Diane Arbus, lorsqu'on regarde les portraits de Diane Arbus, notre regard ne peut pas se sauver. Le sujet y est là. Et l'autre élément qui ressort beaucoup du travail de Diane Arbus et de la façon de camper les choses, c'est son approche très frontale et le fait que le sujet nous regarde dans les yeux. On pense que c'est nous qui le regardons, mais dans à peu près tous les portraits que Diane Arbus a pu réaliser, ce qu'on voit, ce sont des yeux qui nous regardent, qui regardent l'objectif, sans fuir. Il n'y a pas d'escapade, il n'y a pas d'hésitation. Je vous regarde et vous me regardez. Et par rapport donc à certains personnages qui sont là et qui nous regardent de façon très frontale, il y a vraiment quelque chose qui est vraiment qui est très très fort. Et c'est là la force là, au niveau du travail de Diane Arbus, c'est justement d'avoir créé cette connexion-là. Et on n'est pas en mesure de s'échapper de cela. Au sujet de l'approche très frontale de Diane Arbus, ici j'ai le goût de faire un pas de côté pour évoquer Vivian Maier. S'il y a une chose qui est similaire dans le cas de Diane Arbus et Vivian Maier, c'est le fait que c'est après leur décès qu'on a reconnu la qualité de leur travail pour ces deux femmes photographes. Mais là s'arrête, si vous voulez, la comparaison. Parce que s'il y a une chose qu'on a dite au sujet de Vivian Maier, c'est qu'elle avait l'immense qualité de se faire oublier. Les gens oubliaient qu'elle était là et ça lui a permis de réaliser les photos qu'elle a faites. Justement avec les gens qui étaient à l'aise avec sa présence et qui l'avaient oublié. Or, dans le cas de Diane Arbus, pour que les gens regardent de façon aussi frontale
l'objectif de la caméra, pour que les gens nous fixent de cette façon-là. Manifestement, elle était là, elle attirait le regard, elle attirait l'attention vers la caméra, et d'une façon telle que les gens à ce moment-là prenaient une pause qui les caractérisait. Alors, la différence entre le travail de Vivian Maier et Diane Arbus, vraiment au niveau des personnalités, il y a là quelque chose qui est assez manifeste. S'il y a un élément également qui ressort dans le travail de Diane Arbus, c'est le fait qu'elle a toujours favorisé le noir et blanc. Et ce qu'elle écrivait, c'est qu'elle apprécie dans le noir et blanc, c'est que ce qu'elle apprécie également, c'est de nous laisser dans une certaine part d'obscurité. Elle ne se sent pas du tout contrainte à tout montrer. Alors, ce sont vraiment des photos où est-ce qu'il y a une part d'ombre et il y a une part de lumière. Je pense qu'il convient que je laisse le dernier mot à Diane Arbus lorsqu'elle écrit « Je sens vraiment que j'ai une vague idée en ce qui concerne la qualité des choses. Je veux dire que c'est très subtil et ça me gêne un peu d'en parler, mais je crois vraiment qu'il y a des choses que personne ne verrait si je ne les avais pas photographiées. » Ben voilà donc pour une exposition qui est au Musée des Beaux-Arts jusqu'en janvier 2023 et qui va vous permettre de découvrir une femme photographe d'exception. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et si vous connaissez le travail de Diane Arbus, si vous avez le goût d'ajouter des informations par rapport à celles que j'ai pu partager avec vous, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine!